Aujourd'hui on se retrouve pour le test de la E-Ride Pro SR. Je vous spoil direct, c'est la meilleure moto de sa catégorie. Wow. 3, 2, 1, go! Ok, c'est parti. Ah, j'aime trop les vidéos de test. Bon, on va faire un petit départ arrêté, 25 kW contre 25 kW. Bon, après voilà, pneu cross, pneu trial. Je suis bien à 25, je suis pas à 28. Ouais, de toute façon, vu le terrain, vu la terre. Et voilà, c'est pour vous montrer ce que ça donne. Il y en a 15 qui vont passer, c'est tout. 3, 2, 1, go! Mec, j'ai burn pendant si longtemps. Ah mais mec, c'est sûr c'est ça. Hein. Moi, j'ai senti que l'empattement me faisait lever. Donc ça prouve que le grip passait mieux. J'ai pas senti que ça levait, mais ça faisait... Ah mais c'est... Je vais réessayer en essayant de doser. Ouais. Go! Je vais envoyer les cailloux dans les tibias. Mais qu'est-ce que ça marche, c'est n'importe quoi. C'est une moto, on vous avoue, jusqu'à très récemment, on l'a regardée d'un peu loin. C'était quelque chose qu'on voyait surtout aux US sur des chaînes notamment Electric Cycle Rider, Charged Cycle Works, sur Unster, etc. Mais la scène américaine est très différente de ce qui se passe en Europe et notamment parce que aux US, c'est quand même beaucoup plus flex sur qu'est-ce qu'on peut rouler, où on peut rouler avec des motos qui sont pas forcément homologuées. Et nous, c'est vrai qu'au salon de Lyon, quand on a vu cette moto qui était proposée en 50, en 125 avec une gamme assez complète, on s'est dit oula, il y a quelque chose d'assez sérieux qui arrive en Europe et qui se démarque par rapport à toutes ces autres marques. Nous, on adorerait vous présenter toutes ces motos, mais le problème, c'est que tant qu'elles sont pas homologuées en France, il y a très peu d'intérêt. Le marché français, je pense que ça doit être 95% de motos homologuées. Et puis dans tous les cas, la E-Ride, c'est le modèle qui ressort le plus aux États-Unis. Ouais, c'est un peu la suite spirituelle de ce que la Lightbee aurait pu être dans une version débridée où Suron lâchait la créativité à fond et où surtout ça commençait à faire écho avec ce que les gens demandaient en évolution, etc. La Lightbee depuis 2018 a quasiment pas évolué et en fait on sent que les mecs de chez E-Ride, c'est des gars qui comme nous ont saigné la Lightbee, l'ont éclaté dans tous les sens et ils sont arrivés, ils ont directement réagi en répondant à tous les soucis quasiment sur les points faibles de la Lightbee. Oui, parce que depuis tout à l'heure on parle des vidéos américaines parce que les Américains l'ont testé, mais en fait c'est une marque américaine, c'est fabriqué en Chine mais c'est des Américains qui l'ont fabriqué, si je dis pas de bêtises ils sont à Los Angeles et du coup c'est pour ça qu'on dit qu'effectivement c'est sûrement des mecs qui ont poncé la Lightbee, qui l'ont éclaté en tous les sens et qui savent quels sont les points faibles et quels sont les points forts. Et c'est ça, ouais. Pour que vous compreniez pourquoi cette moto nous excite tant, on va s'attarder sur les specs. Donc, comme vous le voyez, c'est une moto qui est au format Lightbee Talaria, bien que la Lightbee reste toujours unique avec son poids plume de 56 kg d'origine. Ici, on est sur 83 kg, mais vous verrez que c'est un poids qui est quand même justifié vu tout ce qu'elle apporte en modification et en composants. On a une moto qui fait 25 kW en pic avec un moteur qui est dimensionné un peu comme on peut trouver sur un TM25 ou un Saution, c'est vraiment un gros moteur. On a une batterie en 72 volts 50 ampères dans ce format là, oui les gars c'est incroyable, avec des cellules Samsung en 50S, donc c'est vraiment ce qu'on a dans la Lightbee qui nous permet de tirer actuellement jusqu'à 28 kW. C'est des cellules qui peuvent chauffer, mais franchement avant de faire chauffer il faut vraiment y aller fort ou faire du super motard énervé. De ce format là, une 7250 qui arrive quasiment sur la ligne de la Lightbee, c'est génial, c'est ce que nous on fait de mieux sur nos batteries custom. Si vous suivez un peu la chaîne, vous avez sûrement vu la vidéo de Antonin sur les batteries, donc lui-même a ouvert une batterie E-Ride, il a validé la conception, donc c'est aussi rassurant de se dire ça. Ça fait vraiment la même taille que nos batteries en 7250 ou en 8045. En face, par exemple, récemment, on a la TL5 qui est sortie. La batterie faisait 72 volts 40 ampères. C'est chouette de voir une conception de ce style sur une moto d'origine. Bon, le seul point où il faut faire gaffe avec cette machine d'origine qui a trop de chevaux, c'est qu'il n'y a pas de gripster. Oui, il n'y a pas de gripster et je sens que les pneus c'est dur en fait, du coup. Genre tu ressens tout. Ouais. Attends, j'ai chié ma ligne.
Ah, putain, elle marche fort. 2. Je sais pas ce qu'elle a dans le mode éco, mais... Ah ouais, peut-être on regardera. T'as vu, ça glisse, mais dosable, c'est marrant. Hein. Ouais. Et elle est joueuse, hein. Je te vois faire tes petits sauts et tout, là. Par contre, oui, elle paraît... Tu vois ? Ouais, t'as envie de faire le petit couillon avec, quoi. Ouais, quand même, hein. Je pensais pas... Oh, bâtard. T'as vu, elle donne envie de faire des impros. Mais putain. Gros. What the fuck? Moi j'ai vu le truc et je sais pas, ça s'est fait naturellement. Incroyable. Il y a une version 50 cm3 qui va être bridée à 45 qui sort à 7500 €. Et on a une version du coup 125 qui est exactement la même. C'est juste que vous aurez une carte grise différente et une puissance légèrement différente qui sort elle à 7600 €. Je t'ai chopé un peu. Ah, tu m'as touché? Un tout petit peu. À la fin, ouais. La toguée. En fait, c'est ce feeling pneu d'origine Lightbee où tu glissouilles un peu. Je pense que les Américains le kiffent parce qu'ils ont des terrains très secs. Nous, là on est en été, bon il a quand même pas mal plu, mais bon la terre est pas non plus abusément grasse. Mais c'est trop bien, tu rentres, coup de frein à main et zzz, le même feeling qu'en drift. Pour le cadre, on a un cadre en aluminium, c'est classique, on se retrouve un peu sur la construction de toute façon de ces petites motos style Sur-Run Talaria. Pour les roues, donc on est sur des roues en 19-18, c'est très intéressant parce que nous on a fait les tests 21-18 et 19-16 et on nous a pas mal parlé de la configuration 19-18, donc ça va être l'occasion de tester. D'origine en homologué, ça arrive avec des pneus trial. Du peu qu'on les a roulés pour le moment, on est vraiment surpris et du coup ça permet d'avoir un pneu assez polyvalent et qui en vrai même en off-road a l'air quand même mieux au final que ce qui se monte sur les Sur-Run et les Talaria. On la testera bien sûr plus tard avec des vrais pneus enduro. De ce qu'on a testé, on leur en a mis vraiment dans la gueule en supercross et en cross. Surtout moi qui ai pas ramené certains whips. Et franchement ça tient, j'ai juste eu à resserrer un rayon sur la roue arrière. Ça a l'air de faire très bien le taf d'origine, surtout avec un pneu plus gros ça va conserver la jante. Et après pour les pilotes les plus chevronnés, il y aura des roues qui vont arriver de toute façon sur le marché. Il n'y a pas le même standard sur toute la gamme. Il y en a certains qui sont compatibles Lightbee et en tout cas sur la SR, c'est pas les mêmes roues mais ça va arriver sur le marché. Mais on va quand même voir combien de temps elle reste d'origine. C'est nimp mec, comment elle se saute partout. Ouais, t'as vu? Tu vois, il y a là. J'essaye moi, je te dis. Alors là, il y a une souche que j'avais pas vue. Pneu trial enduro. Allez, tourne. Je sais pas si mon petit coup de champignon a... Pour les freins, on est sur des freins en 220 avant et arrière de 3 mm d'épaisseur, donc ça c'est vraiment bien. Et au niveau du freinage, on n'est pas sur le standard VTT, sur la version 3.0 et la SR. On est sur un standard qui a l'air, je mets entre guillemets parce que c'est pas encore sûr à 100%, mais d'être le même que sur la TL5. On en était très content sur la TL5, ça freinait vraiment bien. Et là, on a l'impression de les retrouver. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un bon point. Donc gros levier, plus gros étrier, grosse plaquette, grosse durite. Vraiment, en freinage d'origine, c'est vraiment cool. Et on retrouve ce freinage aussi sur la 3.0. Et c'est vraiment bien parce que autant sur des petites motos, une Lightbee d'origine ou quoi, on peut se permettre d'avoir des freins de vélo ou même sur une Lightbee un peu prépa. Mais là, on commence à avoir des motos qui sont plus lourdes et très puissantes. Donc c'est bien d'avoir des gros freins. Même la Lightbee, on l'a vu, des Optech en Supermoto, c'était trop léger. On a mis un nouveau modèle qui vient de rentrer avec justement des leviers de 85. Et là, on a vraiment un vrai freinage. Et du coup, là, c'est vraiment cool d'avoir ça d'origine. J'ai un feeling de poignet qui n'est pas parfait. Donc quand je suis en avant, levé, c'est là où j'ai le moins de sensibilité sur le tout début de la courbe. C'est ça qui fait que d'un coup c'est... Comme dit, ça faut peut-être toucher encore un peu sur l'application parce que les Américains, ils n'ont pas fait part de ça. Mais mec, la Sur-Run d'origine, je te rappelle, on était en ligne droite, on mettait constant, ça faisait... Oui, c'est vrai. Oui. Quelle arme de guerre.
Ça traque quand ça se met à chauffer le grip. Ouais. Au niveau des suspensions du coup, que ce soit la fourche ou l'amortisseur, donc on est sur du Fast Ace. Donc Fast Ace, est-ce qu'on est encore obligé d'en parler? Vraiment, c'est des suspensions qui ont le meilleur rapport qualité-prix. C'est les Fast Ace V2 en ressort, que ce soit pour l'avant ou l'arrière. C'est des suspensions, on en est tellement content qu'on les a mis sur notre Lightbee pendant un moment. On les vend sur le shop parce que vraiment en rapport qualité-prix c'est imbattable. En fiabilité aussi. Le seul truc qu'on pourrait parler sur la fiabilité, c'est les joints sur la fourche qui peuvent fuir. Ça reste quand même assez rare, mais ils ride. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, d'origine, la fourche est livrée avec des joints SKF, donc c'est les joints rouges qu'on voit sur la fourche, sur le modèle 3.0 et sur le modèle SR. Il y a aussi des Fast Ace sur le modèle 2.5, mais juste pas avec les joints SKF. Contrairement au Lightbee qui d'origine avait parfois des Fast Ace, mais livré avec des ressorts de 38 lbs, là, on a directement un ressort de 60. C'est cohérent avec le poids de la moto. Pour des pilotes très légers, ce sera peut-être un peu dur. Nous, je pense qu'on est un peu entre deux. Un ressort de 50, ça aurait suffi pour nous. Après, un ressort de suspension, c'est comme dans toute moto. Ça se change, ça doit se changer pour s'adapter au poids du pilote. En tout cas, voilà, au moins, on n'a pas une moto vraiment hyper molle comme les Lightbee qui étaient montés en Fast Ace où ça talonnait de partout. Et pour le ressort, du coup, on est sur du 500 lbs. Donc ça, pareil, avec Joe. On verra au fur et à mesure de l'utilisation, mais peut-être qu'on mettra un ressort de 50 dans la fourche et un ressort de 450 sur l'amortisseur, histoire d'avoir vraiment une configuration enduro. Mais du peu là qu'on a essayé en SX et en cross, c'était vraiment bien, ça encaissait tout. Mais vraiment ça, niveau suspension, moi c'est le truc, quand j'ai vu, j'étais en mode oui, du Fast Ace d'origine, c'est trop bien. Il y a un réglage de rebond, un réglage de compression, c'est tout ce qu'on demande à une fourche. C'est du ressort à l'avant, à l'arrière. Il n'y a pas de chambre d'air dans la partie huile comme certains mettent sur les fourches, ça j'aime pas trop. Fast Ace, c'est simple, efficace, fiable, facile d'entretien. C'est fou comment elle se lève. Et je sais pas ce qui fait qu'elle saute aussi bien. Mais c'est vrai que la position assise est quand même bizarre. Je me sens crapaud un peu. Bah parce que les cale-pieds sont un peu plus hauts que la Lightbee. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense qu'un petit kit pour descendre les cale-pieds sera pas mal. Oh, ce que je mange. Malgré sa courroie, je l'entends rugir, mec. Sur la E-Ride Pro SR, on a un garde-boue rallongé à l'avant qui est un peu en entre-deux entre ce qui se fait sur la Lightbee et ce qu'on aurait sur une Ultra Bee. Donc c'est bien, ça protège un peu mieux. On a une plaque Audi, une plaque E-Ride. Non, vraiment, c'est le même design d'une plaque Audi, mais il y a le logo E-Ride. Donc ça, tout le monde le met sur sa moto parce que c'est vraiment chouette. Et au moins, du coup, on n'a pas un phare immonde comme on a sur la Lightbee, parce que même la Lightbee 2025, le phare est immonde, il faut dire ce qui est. Là, on a une barre LED. Et ça, c'est vraiment chouette. Petit détail concernant l'homologation, les clignots, on sait que c'est vraiment ce qui des fois gâche une moto. Là, ils ont intégré des petits clignotants et en plus, ils sont homologués. Donc, je sais pas comment ils ont fait. Je me demande quand même si les flics, des fois, ils vont pas dire c'est vraiment homologué, il faudra leur justifier. Je me suis dit, j'entends le drift à l'infini, il se passe quoi? C'est incroyable. Tu sais, tu disais, ouais, on sent que c'est maniable malgré que ce soit le poids, mais parce qu'on a beaucoup roulé la Ultra. Dans des trucs comme ça, la Ultra, je kiffe pas autant. Oui, oui, c'est sûr. Là, tu sens que le gabarit court, il est tellement bien. C'est cool. Wow! Oh putain. Oh, le manque de grip! Ensuite, au niveau de la potence, on a une potence direct mount. Nous, on préfère les potences type VTT parce que comme ça, quand tu tombes, le guidon il tourne et tu casses pas un levier, tu tords pas un guidon. Il y a quand même plein de gens qui mettent des potences Warpline et tout, ça arrive pas tant que ça, mais bon, voilà. Au moins, c'est ce qu'il y a de plus rigide. En plus, on voit qu'elle est bien solide et bien rehaussée et ça, c'est vraiment bien. Et couplé à ça, on a un guidon aussi avec beaucoup de rise, donc beaucoup de hauteur. Et ça, c'est chouette parce que tout le monde d'origine change le guidon de sa Talaria, sa Lightbee parce que c'est des guidons plats et là, pareil, ils ont mis directement un guidon rehaussé.
Ensuite, un capot batterie dans la ligne de la moto et ça fait vraiment plaisir. La fameuse batterie caisson en acier 72 volts 50 ampères avec des cellules Samsung 50S. Donc très bonne batterie. La batterie est un peu plus lourde parce que eux, je pense qu'ils ont été plus généreux sur les épaisseurs d'acier. Ensuite, donc on a le contrôleur capable donc d'encaisser les 25 kW. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus gros que sur la version 3.0 et du coup forcément un peu plus lourd. Et du coup avec l'application Bluetooth qu'on vous montrera après qui permet de régler plein de paramètres, ses différents modes, ses vitesses max. Enfin vraiment c'est une application comme on pourrait retrouver chez Torp ou VTB. Ouais, la terre elle est bien grasse là en plus dans le sous-bois. Ah, même moi je le sens. Fallait pas arriver à 130 là. Ah oui, bon ça passe hein. Oh, te fais pas. Voilà, trop gentil. Merci. Moi je voulais passer dessous. Ouais. Ensuite, en bas, donc on a le moteur capable d'encaisser les 25 kW, donc gros moteur. Au niveau gabarit, j'ai l'impression même qu'on est un peu plus gros que ce qui se fait sur un TM25. Après voilà, on sait que les constructeurs ils préfèrent prendre une marge de manœuvre et être large. Au niveau du sabot moteur, alors ça au début on était dubitatif, on s'est dit sabot plastique. Aïe aïe aïe, mais en fait c'est comme la Ultra B, c'est un sabot plastique mais avec une structure en acier pour le renforcer et on a l'impression que c'est vraiment un bon combo parce que, alors sur la E-Ride on sait pas, mais sur la Ultra B au final le sabot moteur d'origine va vraiment bien. En fait je pense que le plastique arrive à se déformer et encaisser les chocs et si jamais il y a des vraiment gros chocs, bah là il y a l'acier qui est là pour encaisser et éviter que le plastique pète. Donc ça a l'air d'être un vraiment bon compromis. Au niveau de la transmission primaire, alors là, attention, ça va peut-être faire grand débat, mais on est sur une courroie. On a eu la même réaction au début, on était là, ah putain, pourquoi ils ont foutu une courroie? Donc sur la Light B, on est en 15 ou 16 mm. Ici, on est en 18 mm, donc plus large, et surtout avec une courroie renforcée en carbone. En fait, au final, on voit même des fabricants comme e-bike garage qui vendent des kits pour Light B qui permet d'élargir la courroie de la Light B en mettant du 18 voire du 20 mm et il y a des gens qui roulent à 25-30 kW avec ce kit courroie. C'est que ça doit tenir, ça pareil, on verra avec le temps combien de temps ça tient. Et si jamais la courroie c'est pas assez, on peut mettre un kit 219 comme on a sur la Light B. En plus de la courroie carbone, ce qui est bien, c'est que pignon et poulie sont évidés pour pouvoir permettre le passage de la boue qui s'introduit entre la courroie et la poulie. C'est quelque chose sur la Light B qui faisait que les courroies cassaient et les poulies s'abîmaient, c'est parce qu'elles n'étaient pas évidées, du coup la terre, les cailloux restaient et ça a déglingué vraiment tout. Nous en plus, pour protéger un peu plus la courroie, j'ai fabriqué une petite bavette. Voilà, avec un morceau de plastique, au moins ça évite les projections du pneu directement sur la courroie et ça permet de la préserver un peu plus. Oh bâtard. Oh là là. Mec, c'est la même chose. Oh, je l'ai dans la gorge. Oh, oh. Ah, je peux pas te suivre. C'est n'importe quoi, mec. Et mec, je suis pas en hard là. Avec le pneu qui drift à l'arrière, c'est un délire. Incroyable hein, de se follow comme ça là. Oh, mais c'est dangereux, enfin genre on peut pas se suivre quoi. Faut des protects dans le cou, faut des protects de main, faut... Au niveau des cale-pieds, ça pareil, grande surprise, on a des cale-pieds qui d'origine sont longs et larges avec des bons picots. Alors ils n'ont pas autant de picots que certains cale-pieds Titan ou des cale-pieds Warp 9 par exemple. On n'a pas essayé encore en enduro, mais on a testé en cross et en supercross. Et vraiment les cale-pieds sont bien, il n'y a rien à dire dessus. Et si jamais on veut quelque chose de plus performant, standard Light B, on peut mettre des cale-pieds de Light B. Donc là il y a une gamme incroyable qui existe déjà. Petit bonus, on a d'origine aussi une bavette pour protéger l'amortisseur, une vraie bavette typée moto, donc ça c'est parfait, ça évite les projections de terre sur l'amortisseur et ça permet de le conserver. Au niveau de la suspension, donc on est sur un système de biellette un peu différent de ce qui se fait de la Light B, mais avec un triangle fixe. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais de ce qu'on a essayé pour le moment, ça a l'air de bien fonctionner. Au niveau du bras, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la version SR, le bras est renforcé, donc c'est ce qui fait que voilà, la SR est plus lourde que le reste de la gamme, parce que plus gros moteur, plus gros contrôleur, bras renforcé, transmission plus grosse. Ils se sont dit voilà, là on met 25 kW, autant avoir un bras qui tient le coup. On le voit sur les Light B ou sur les Talaria, quand on met des fortes puissances, le bras a tendance à se déformer. Donc là, d'origine sur le gros modèle, ils ont renforcé le bras. Gros point, ça vraiment, on voit que c'est des Américains qui ont roulé les Light B. L'axe de bras oscillant n'est pas en 10 mm comme sur les Light B, mais en 12. Donc même taille qu'un axe de roue arrière. Donc ça c'est vraiment bien, ça va permettre d'avoir un axe bien plus résistant et éviter que tout le monde torde des axes dans tous les sens. Ensuite, donc au niveau de la transmission,
transmission, donc on est sur du 428. Sur la 3.0 et la 2.5, on est sur du 420. Là pareil, ils ont voulu mettre du 428 parce que plus de puissance. Et au niveau de la couronne, on est sur du 58. Donc on est d'origine sur une grande couronne. À voir ça avec les tests, mais on trouve que c'est peut-être un peu grand. Une couronne un peu plus petite permettrait d'avoir plus d'autonomie, un peu plus de Vmax et avoir un feeling de gaz un peu plus doux. Et au moins là, on a vraiment du couple. Donc ça après à voir. Bon après c'est pareil, une couronne, c'est un peu comme les suspensions. Ça chacun met un peu selon ses goûts. Mais au moins on n'a pas des toutes petites couronnes comme font beaucoup de marques. Après au niveau du freinage arrière, c'est comme l'avant et je crois qu'on a fait le tour de cette moto. Ta barre de renfort de cale-pied? Ah oui. Ah oui Jonathan, bien joué. Et oui, d'origine effectivement, il y a une barre de renfort de cale-pied. Donc ça c'est quelque chose qu'on avait vu arriver sur d'autres modèles comme la Talaria 5000, il y avait une barre de renfort de cale-pied d'origine, la TL 4000 aussi. Donc ça c'était une bonne chose, mais sur les Lightbee c'est toujours pas présent. Là, il y en a une d'origine, donc c'est aussi un bon point. Et concernant le display, donc c'est le même écran qu'il y a sur la TL la 4 et la 5, il y avait cet écran. Moi je l'aime bien cet écran parce que c'est plus joli que le gros écran Suron sur la Lightbee. Sur les Talaria, on en était aussi content. C'est bien visible, bien lumineux, on a toutes les infos qu'il faut. On peut juste pas mettre une potence Warp Time, mais ça je vais peut-être travailler sur juste une patte d'adaptation. Et même si l'écran est gros, maintenant on a un gros rise avec le guidon, donc ça protège un peu l'écran. Niveau du poste de pilotage, on a quelque chose de très complet, mais sans que ce soit que des gros commodos moches. On va dire ce qui est. On a la gâchette régène, et ça c'est vraiment chouette. Donc sur le roulant, c'est vraiment bien pour économiser les plaquettes. Petit tip, ce qu'ils ont pensé, si jamais un jour vous cassez votre accélérateur électronique, vous sortez l'application et vous pouvez mettre l'accélérateur sur la gâchette au pouce. Ça peut vous sauver une sortie. Donc la clé c'est quelque chose de très classique qui se trouve au même endroit que sur la Suron ou la Talaria. On a juste en plus une position un peu intermédiaire qui n'est ni le off ni le on. Quand on est au milieu, alors on peut pas retirer la clé. Alors est-ce que c'est une position de sécu? On vient ouvrir le capot batterie au même endroit. Tout ça c'est très similaire. Sur la batterie, on a une belle poignée rétro en tissu qui est ergonomique, qui est sympa. On a aussi une indication du niveau de batterie. C'est moins précis que ce qu'on peut avoir sur une Lightbee qui indique précisément le niveau. Là, c'est un peu comme ce qu'on a sur le Talaria à base de tous les 20%. Et donc, on a un connecteur qui vient faire tout ce qui est affichage du display, qui s'enlève un peu comme la Suron avec le pouce comme ça. Et on a cette fois-ci, par contre, qui est assez inédit pour nous sur les tests de moto de la chaîne, c'est deux connecteurs. Je dirais que c'est un peu dimensionné comme un QS8, mais c'est super grand. On n'a pas de disjoncteur du coup sur cette moto. Il y a peut-être un fusible, en tout cas j'ai pas eu, il n'y a pas eu d'étincelle et tout, mais pas de disjoncteur. Pas de disjoncteur, peut-être un fusible quelque part, sûrement. Et donc ils sont doublés. Il faut un petit coup de main pour réussir à tout caler au début. William, qui l'a fait plusieurs fois, me dit qu'il commence à retrouver le truc. On met de côté les connecteurs et on retire la batterie. Donc on va mettre d'abord celui-là, je pense. Hop, on vient glisser par là-bas. Clac. Et voilà. D'accord, cool. Donc je vous mets quelques images aussi de à quoi ressemble le système d'homologation à l'arrière. C'est aussi un beau support de plaque qui rigidifie tout ça et qui vient un peu comme une plaque enduro, c'est cool. C'est pas un truc qui vient se fixer comme d'hab sur l'axe de roue arrière et qui déporte et qui en enduro bouge et tout. Bah ça c'est valable pour la 2.5 et la 3.0 qui ont la petite bavette, mais en tout cas le support de plaque et le garde-boulon de toute façon sont achetables. Donc Ah oui, ça est compatible sur ces modèles là. Voilà. Et on retrouve à l'arrière les mêmes petits clignotants qu'à l'avant, donc c'est assez mignon, c'est bien fait. Du coup, poste de pilotage, je vais me mettre dessus, c'est quoi? Hop. Vous pouvez voir qu'on a la magnifique petite barre LED comme disait William. Donc j'ai un commodo qui vient me permettre, donc là vous êtes en plein phare actuellement, là je suis en feu de croisement, donc voilà la variation entre les deux c'est comme ça. Et on a effectivement le petit bouton ici qui vient couper entièrement les feux, ce qui est assez chouette parce que jusqu'à présent oui, sur Lightbee ou etc il fallait acheter un bouton déporté etc, c'est un peu la galère. Et techniquement c'est pas homologué. Et techniquement c'est pas homologué parce que c'est pas installé d'origine sur la moto. Les clignotants, voilà comment il s'affiche du coup. On a le klaxon évidemment, qui est très puissant, qui n'est pas une blague comparé à ce qu'il y a sur la Varg X, on en reparlera. On a la marche arrière qui est un bouton qui est le bouton en face du klaxon, il ne faut pas se planter. Et le bouton P effectivement qui vient nous mettre en mode ready et repasser en mode parking. Au pouce toujours, on a effectivement les différents modes. Il y a une légère pression à mettre, on ne peut pas se planter et cliquer sans faire exprès. C'est une petite pression qui dure donc entre Eco, Sport et Race. Tous ces paramètres qui sont réglables sur l'application, on en reparlera. Juste en dessous, on a les différents modes de régène que vous voyez ici, 1, 2, 3, qu'on peut régler pareil à la volée en roulant. Ça pour le coup, c'est juste un petit clic, c'est chouette. Et du coup, sur le display, donc des boutons qui servent pour gérer la remise à zéro des trips et pour se balader dans
dans les menus quoi. On arrive ici donc sur un écran qui nous propose plusieurs menus. Donc My Bike, on a Average Speed, voilà, les détails, bon bref, vous pouvez mettre pause si vous voulez. La brightness de l'écran, Time, Unit, Language, et la version. Donc oui, voilà, la version, donc on doit peut-être pouvoir le mettre à jour par ici. Je vais vous montrer l'application e-Ride. On arrive, on a notre moto, Connect. On a un mot de passe, ça c'est bien. Parce que, mine de rien, niveau sécurité, c'est quand même bien que personne puisse toucher à votre moto juste en touchant une application. Bon, moi, vu que je suis un cancre, j'ai toujours le mot de passe d'origine. Donc si jamais il y en a qui font de la route, qui veulent mettre, même si c'est sur l'écran, là vous pouvez mettre, vous avez la température du contrôleur, la température du moteur, la speed en km/h et en mph, vous avez la tension de la batterie, et ça c'est vraiment bien, sachant que, chose que je n'ai pas précisé, mais la batterie a une plage, donc c'est 72 volts, donc elle a une plage de 60 à 84 volts entre vide et pleine, et c'est vraiment une utilisation complète, parce que par exemple pour la Ultra B, on sait qu'elle est bridée et qu'elle coupe à 3,5 volts, là elle a vraiment une utilisation comme nous on a sur nos motos, ce qui fait que l'autonomie ne sera pas bridée. Et le courant de phase que vous utilisez et les RPM. Donc ça c'est le dashboard, et quand vous allez dans Settings, vous avez tout, donc vous pouvez changer le nom de la moto, le password, vous pouvez depuis ici supprimer le capteur de chute, les capteurs de frein, le capteur de béquille. Donc ça c'est bien parce que c'est plein de choses qui sur la Light B, ou même la plupart des motos, il faut débrancher, parce qu'après ça peut être source de problèmes, notamment les capteurs de béquille souvent, et un peu capteur de chute. On peut désactiver le capteur de température sur le moteur aussi, même si ça je conseille pas de le faire. On peut désactiver le bouton parking, et après on peut choisir à quoi sert la gâchette régène, et ensuite vous avez le réglage de tous vos modes, donc le contrôle power du mode éco, du mode sport, du mode race. Ensuite vous avez un peu le couple général de la moto, vous avez donc le speed display adjust, ça va être si vous modifiez la taille de la couronne, et vous pouvez ajuster vraiment précisément pour faire correspondre à une vitesse GPS par exemple, pour que ce soit vraiment très précis. D'ailleurs le master power control, non, ça c'est un peu la puissance globale de la moto. Vous avez le rest mode accélération, ça va être plus la sensibilité de la poignée de gaz. Nous on l'a mis au minimum pour avoir le feeling le plus doux possible, parce qu'on a vraiment trouvé que au max c'est indosable, et en fait c'est vraiment au minimum qu'on trouve que c'est le mieux. C'est pour ça même qu'on va quand même un peu réduire la taille de la couronne, parce qu'on aimerait quelque chose d'encore un peu plus doux. Après nous on aime vraiment, on aime la douceur avec Jonathan. On aime quand c'est violent mais avec douceur. On parle bien de moto. Ensuite vous avez la puissance de la régène, que je vais augmenter un peu parce que je l'avais un peu trop baissé je trouvais. Et ensuite vous avez les speed limits, donc par exemple si vous voulez que déjà la marche arrière n'aille pas trop vite, mais aussi si vous voulez par exemple que votre mode éco soit bridé à 45, vous pouvez. Et vous pouvez faire ça sur tous les modes. Et après vous pouvez save, et surtout vous pouvez save tune, donc vous pouvez faire plusieurs setups. Donc si par exemple vous voulez prêter votre moto à votre copine, votre femme, votre soeur, votre cousin, et lui faire essayer pas qu'il se tue, vous pouvez faire un tune débutant, et après vous pouvez avoir votre tune de dégénéré, donc ultra violent. Et voilà, et après moteur contrôleur 5, ça je pense que c'est pour faire une calibration. Mais j'avoue qu'on l'a pas fait, je n'ai pas pensé à la faire. Peut-être qu'un jour on essaiera voir. Et le firmware update, donc c'est bien, on peut mettre à jour sa moto. En fait ouais, dans le technique, dans un peu lent et tout, oui ça reste une moto maniable, machin, les suspensions sont bien, les freins sont bien et tout. Mais putain la puissance, c'est n'importe quoi. Une moto d'origine à ce prix là, et avec une capacité de batterie comme ça, à part la Stark, on n'a jamais eu une moto qui marche autant d'origine. Ouais non c'est clair. Et là c'est 7500 balles quoi. Ouais. Non, ils ont frappé putain de fort. Ouais. Je suis curieux de voir une 3.0, ce que ça donne par rapport à celle-là. Autonomie, puissance dans le roulant et tout. En fait ça ira bien pour la majorité des gens qui font de l'enduro et qui ont un peu de skill. Là c'est une machine tout de suite. Oui, en fait là sur tout ce qu'on a fait, même la sortie avec Thomas, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où on pouvait mettre grand gaz. Alors un peu plus parce qu'il y avait des chemins, mais là sur tout ce qu'on a fait, c'était le seul... Ouais, clair. Mais bon, pour dire, il y a des gens qui ont du roulant et là ils ont la batterie et la puissance, c'est ouf. Ouais, donc écoutez, on se retrouve tout de suite pour le débrief. Sacré morceau là. Waouh, je comprends pourquoi tout le monde voulait qu'on l'essaye. En fait, moi ça a été un peu un ascenseur émotionnel cette bécane. Oui, ah oui, putain, oui, c'est chiant, oui, j'avais oublié. Bah ouais, c'est que sur le papier on était en mode waouh, incroyable, elle a l'air de tout baiser aux US. Vas-y, on la commande, on va se faire plaisir, on va reprendre une petite moto. On arrive à Sichan, on la sort de la bagnole, on fait les belles images que vous avez vues. La moto est belle, enfin voilà, on a envie de la rouler, le terrain est incroyable. Et là, on arrive sur la piste de SX et de MX. Le feeling poignée de gaz horrible. J'aime pas trop la réactivité. Il y a la dead zone, elle est immense. Vraiment, c'est. Ah bon? Abusé, vraiment, ouais. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Bah mec, c'était kiff kiff. Ah bah oui, oui. Même avec les pneus
Ah, il y a toujours un espèce de lag chelou. Hein. Ah ouais? Ah ouais, mec, c'est... Ah, c'est insupportable. Sur toute la longe, ça va. Mais vraiment, le coup au début, il est trop violent. Et surtout, il vient d'un coup, en fait. Tu commences à tourner la poignée, il n'y a rien, et d'un coup, bam! Je suis allé dans l'application et vu que les noms des paramètres, c'est pas un peu comme Torp, il n'y a pas la courbe de gaz, la dead zone, tout ça, bah, j'ai pris les paramètres, j'ai fait... J'ai tout mis à fond. Je pensais pas qu'il y avait quelque chose qui touchait un peu cette sensibilité de gaz, vu que c'était pas explicitement expliqué. Ouais, c'est bien. Là, on l'a pas encore vu là? Pas encore sur le S. On chauffe. Ouais. Ouais, bah surtout que celle-là elle est neuve, donc on veut voir si elle est pas réglée un peu trop bizarre. Ah, ça marchait fort, hein. Ouais, en fait, ça, moi, elle m'a semblé dangereuse et je me suis dit, est-ce qu'ils ont juste foutu v'là les chevaux dans un cadre qui ressemble à peu près à une Light Bee et c'est tout, tu vois, vous avez la puissance et puis démerdez-vous, il n'y a pas eu trop de dev, de test et le React est horrible, tu vois. Et du coup, bah, on l'a un peu posé dans un coin. J'ai quand même regardé un peu les vidéos des ricains qui la règlent, j'ai regardé les paramètres et en fait, j'ai commencé à descendre ce paramètre, c'était un peu mieux. Le problème, c'est que c'est pas comme si en enduro où on peut tester. Là, en SX, ça pardonne pas trop, donc c'est un coup à se faire vraiment mal. Et au final, on l'a pas beaucoup roulé. Je suis arrivé sur des réglages bien, en vrai. Ouais, c'est ça. Moto d'origine vraiment bien. Il y a deux personnes qui l'ont essayé, les deux personnes étaient incroyables. Mais nous, bah voilà, quitte à être sur un gros terrain, effectivement, on roulait plus la Ultra, la Stark. Honnêtement, c'est e-track day, c'est un peu des moments off, moi où je déconnecte, un peu vacances, tu vois. Ouais. Et là, de me dire, rouler une moto que je connais pas trop, qui a des réacts un peu chelous, j'ai pas envie de me faire mal maintenant. C'est ça. Je vais rester sur tout ce que je connais. Ça m'a vraiment fait peur. Genre, elle m'a dégoûté la bécane. Je me suis dit, oula, Sans engin de mort. engin bizarre en fait. J'ai eu peur que ce soit, tu sais, la folie américaine de toujours plus, quitte à ce que ce soit pas une moto sécurisante, tu vois. Est-ce qu'en fait, c'est une façade à l'américaine où ils nous montrent en story que les trucs où il y a des mecs qui roulent bien et tout. Et du coup, fin du week-end, on s'oblige à la rerouler. Ouais, parce qu'en fait, on s'est dit, il fait beau, petit coucher de soleil, on a la moto, on a le terrain incroyable. On s'est dit, ce serait dommage. C'était vraiment un test qu'on voulait faire. On s'est dit, là, on y est, donc autant le faire. On s'est dit, bah, pas le choix, faut la rouler. Sachant qu'entre temps, voilà, j'avais retouché au réglage. Et en fait, là, on l'a vraiment découvert. La découverte. C'est cette espèce de mixte. La Light Bee, en fait, ok, elle est super joueuse, elle est puissante et tout. C'est limite trop joueur. Ça veut dire que quand t'es en l'air, faut bien la placer, faut être sûr de ce que tu fais. Alors que là, on découvre Comme un vélo, quoi. Ouais, c'est ça, comme un vélo. Alors que là, on découvre une moto qui est vraiment maniable comme une petite, mais que vu qu'elle a un peu d'inertie, eh ben, en l'air, c'est stable, mais ça reste joueur. Malgré un feeling de gaz plus imprévisible, entre guillemets, que la Light Bee que je connais par cœur, et bah, j'étais plus à l'aise d'avoir du flow et tout, tu vois. Parce que la Light Bee sur un truc tech, tu sors du kick et tu peux vite, elle part sur l'avant donc faut mettre gaz, ou t'es sur l'arrière donc faut freiner. Que quand tu t'envoies des mouvements, bah ils partent vite parce qu'elle est très joueuse. T'as la maniabilité d'une petite, mais l'inertie suffisante pour avoir de la stabilité et avoir ce feeling où tu la sens et c'est naturel. Ce kiff qu'on a senti sur les pneus qui franchement grippent bien. Alors on en reparlera, mais là sur le S6 et le MX, vraiment on a quand même été choqués. Pneus trial comme ça, surtout bien gonflés parce qu'on voulait pas que le pneu il puisse tourner et que du coup on crée avec ce soit chiant. Donc on les a quand même bien gonflés et d'ailleurs là on les a même pas dégonflés pour l'enduro parce que pas de gripster et tout. Et vraiment ce grip, et quand ça glisse, ça grippe suffisamment pour que ce soit contrôlé. Ouais, en fait c'est ça. Et même là en enduro on l'a vu, dès que c'était un peu roulant et tout, bah moi ce que j'aime dire c'est vraiment la sensation j'ai l'impression de voir les mecs en Ténéré au Dakar, ils sont là, tu mets un peu sur l'avant et ça et ça vit mais ça se dose et c'est vraiment super agréable. Donc les pneus d'origine vraiment surprise. De toute façon, comme je l'ai dit en roulant, les Américains ils ont dit de toute façon n'importe quelle moto tu dois l'adapter un peu selon ton utilisation, même si c'est une moto où en fait d'origine il n'y aura pas grand chose à changer. Et ben voilà, là on va peut-être mettre une couronne un peu plus petite pour que ce soit plus smooth, une chaîne d'un peu meilleure qualité parce que voilà on a vu que ça pouvait dérailler, et les pneus bah voilà, quand nous on fait du vrai enduro. Ce que tu disais c'est que les Américains appellent ça les Shinko. C'est vraiment le même pneu, le même dessin. Ah oui, d'accord. C'est juste que E-Ride les a récupérés et a mis leur logo. Les Shinko sont hyper appréciés en France. Alors là on galère à en avoir en stock, mais quand on a ça part et les gens sont contents, c'est un pneu qui est vraiment réputé. Surtout on l'a essayé dans ces pires conditions, gonflé à mort, ce qui est pas trop prévu pour un pneu comme ça en fait. Oui voilà, parce qu'on voulait vraiment jouer la carte de la sécurité, on n'avait pas envie pour le test de se retrouver à crever et devoir terminer le test comme ça. Mais malgré ça, bah, le pneu voilà, vraiment polyvalent, donc pour beaucoup des gens qui font plus de la balade ou qui font faire un peu de route et du off-road, c'est un pneu vraiment super polyvalent. Il est en 18, donc il a un ballon qui est quand même, c'est pas juste un 19-19 où t'es un peu bancal, là il y a quand même
de quoi faire quoi. Ce qui m'avait surpris sur le SX aussi, c'était les suspensions déjà. Je me mettais long sur les tables de SX et derrière quand tu atterris c'est à plat et c'est béton. Tu sens que je vais au fond mais c'était pas de la douleur. J'ai l'impression qu'on la voit au fond mais qu'on n'a jamais senti un clac. Le moment où tu sens que ça tape dans le guidon et dans les bras. Pourtant sur la vidéo tu vois que ça va au fond. Alors je sais pas s'ils ont mis un bon bumper en bas qui absorbe la fin de l'impact. Après la Fast Ice on savait que c'était une super bonne suspension, on l'a roulé beaucoup, mais la Lightbee est plus légère, là la moto est plus lourde donc au final c'est pas gênant. Après effectivement peut-être quelqu'un de vraiment léger, il faudra changer le ressort de la fourche, mais comme dit ça c'est, on va dire c'est du détail. Mais du coup là ça s'est confirmé en enduro. La moto étonnamment joueuse et ça saute de partout. Ça saute de partout malgré son poids et ses suspensions d'orige. On a envie de la tirer, de faire les points à la gauche. Vraiment. Étonnant. Ça a l'air d'être les mêmes freins que la TL5. Sur la TL5 on était très content des freins. Bah là ça freine vraiment bien. Ouais c'est ça. En plus on a vu qu'il y avait déjà un peu des plaquettes un peu custom, donc ils vont être pour un peu plus de mordant. La position de pilotage est bien. Toi tu disais que tu es peut-être un peu crapaud assis. Ouais voilà, bah vu qu'il y a plus de... En fait sur la Lightbee, les cale-pieds sont à la hauteur de la garde au sol, alors que là ils sont plus hauts. Il y a peut-être ça de différence. Après moi ça m'a moins choqué, mais parce que moi je suis plus petit. Ouais moi je le sens. Il y a aussi, tu disais que la fourche a tendance à être trop... le poste de pilotage est trop vers l'avant, un peu bas. C'est juste qu'en enduro, je disais juste que peut-être je vais fermer un peu les compressions pour que la fourche aille moins dans le fond, parce qu'on sent qu'elle travaille un peu basse. Mais ça c'est juste un réglage de suspension. Les Fast Ice, les KKE, toutes les fourches d'origine avec un T-plat. Après je pense que cette moto là, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir mettre du 21 et je pense que ce sera pas forcément déconnant sur une moto comme ça. Ouais ça va. Après c'est toujours pareil, les goûts, les couleurs. Moi je pense qu'on va rester en 19-18, même si on prend des roues custom. Ça va être compliqué et j'ai peur surtout qu'en portion DH, on récupère un peu cette inertie un peu moins... Avec le 21 oui, non mais oui, c'est pour ça. Ultra et tout, tu vois. Techniquement, elle est pas si loin du poids d'une Ultra Bee d'origine, même si une Ultra Bee, tout le monde la passe en 21-18 et on arrive vite aux 95 kg. Là, donc on est à 83 kg. Et en fait, dans les singles, en fait, c'est ce qu'on avait un peu constaté avec la TL5. Le poids, c'est pas ce qui fait la maniabilité d'une moto. Tu le sens quand tu dois un peu déplacer la moto et tout, comme tu l'as vu toi quand tu étais en galère. Mais quand tu roules, au final, tu le sens pas. Oui, c'est ça. Après, nous, c'est parce que voilà, on fait des trucs très engagés. Des fois, il faut être à l'arrêt, il faut pousser et tout. Ça, c'est vraiment un usage enduro pur, quoi. Mais après, quand tu fais un mix un peu balade, je sais pas, une 4x4 énervé, là que tu soudes et que ça s'ouvre, c'est incroyable, quoi. Ah ouais, non mais oui. On a vu que dans le raid, la e-ride avait moins tendance à se lever que la Lightbee. Ouais, à mort. Parce que je pense qu'elle est plus lourde et un peu plus longue. Je suis curieux de voir avec du grip quand même si ça lève pas, parce que je me dis que forcément si ça glisse. Ça va lever quand même. Je suis curieux de revoir dans les passages techniques si on sent qu'effectivement la Lightbee est limite trop légère pour la puissance qu'elle a. Je capte. Et que du coup ça aurait du sens que des fois les gens aiment bien mettre un bras rallongé. Parce que encore une fois là on a fait la sortie avec une moto à 7005 et une moto à 16 000. Et le kiff est pareil, hein, sans déconner. Ah ouais non mais c'était la dernière portion là, sur le tout droit et puis après dans la montée. Ah c'était ouf. Oh là là, vraiment j'étais en mode waouh. Bah en fait on voit beaucoup de gens qui étaient sur des Lightbee des fois qui vont se tourner sur des Ultra Bee et qui veulent passer sur une vraie moto, mais en fait ces petites motos ce sera jamais remplaçable. Ouais, en fait tant de puissance dans ce form factor. Même avec moins de puissance, c'est juste une utilisation. Je kiffe la Ultra Bee, mais c'est une vraie moto. Là c'est vraiment le kiff de petit joueur maniable et facile en fait. Tu vas n'importe où, tu te fais pas peur et pour finir un peu de parler des équipements, le moteur, voilà on a roulé du coup, pas de surchauffe moteur. J'ai l'impression qu'il prend les mêmes tours que le TM25. La différence c'est que nous le TM25 on est sur une 80 volts et que là t'étais à pleine puissance. Alors moi j'étais à pleine puissance mais j'étais à 25, toi Supermode t'étais à 31. On est sur une 72 volts et j'ai eu la sensation de puissance d'une 80 volts où ça s'arrêtait jamais. Alors que pourtant dans la dernière montée j'étais pas en mode hard. Putain c'est dingue. Donc vraiment choqué par la puissance. Donc c'est une 7250 donc 3600 Wh avec des cellules Samsung 50S. C'est globalement la batterie qu'on vend le plus sur le site. C'est la batterie qu'on utilise nous dans notre Lightbee. Alors dans la Lightbee c'est une 80-45 mais c'est la même capacité. Donc c'est une batterie avec laquelle nous on fait entre 50 et 65 km si on est un peu plus tranquille. Arrivé à 12-13%, en fait elle est vraiment en mode survie, en mode vraiment 3 kW juste pour avancer. Et en fait j'ai l'impression qu'à 60 bornes, comme si, je sais pas si c'est eux qui l'ont réglé, mais puissance, bah sécurité tu vois. Pour l'autonomie, vous en faites pas, il y aura de quoi faire. Ah ouais c'est clair franchement. Il y a juste du coup un point faible qu'on a soulevé assez vite. Bon, faut se dire aussi que le SX c'est quasiment les conditions les plus douloureuses pour ce genre de machine. En termes de suspension surtout, châssis. En fait chez Jimmy il y a un module qui fait... En fait c'est comme s'il y avait une table au milieu avec un saut plus bas des deux côtés et en fait il faut sauter, ratterrir à plat et ressauter, donc mettre bien gaz et écraser la moto pour pouvoir ressauter derrière. L'année dernière on déraillait
Avec la Lightbee Talaria. Avec la Lightbee Talaria à cet endroit précis sur le tabletop. Inconsciemment, ça on le fait nulle part ailleurs parce qu'on sait que c'est à l'époque dans ces conditions-là qu'on pétait les courroies. Que quand il y a un gros drop ou quoi, on essaie de pas mettre grand gaz avec la roue qui tourne pleine balle et qui s'arrête d'un coup, c'est le pire truc. Et donc là, forcément, même si le bras est renforcé, un peu plus rigide, on a eu déraillé, un gros déraillement énervé. La couronne est quand même assez grande d'origine, ça aide pas. Et puis c'est une 58 en 428. Ouais, c'est ça. Donc elle est sortie, elle a arraché le bras. On a essayé de reprendre un peu pour que ça pour la vidéo. Pour la vidéo. Il y a tellement de watts quand tu vois. Déjà il y a de derrière faire le travers que ça part et tout. Tu vois la roue qui est là. Peut-être le petit problème de déraillement et encore comme dit ça reste des conditions très particulières. Enfin c'est vraiment pour chercher le truc. Ça a déraillé au moment où c'était un champ de racines. Ouais, grave. J'étais plein de balles comme ça. On est passé. Wow. Ah bah tiens, on en parlait en SX. C'est un problème en enduro aussi. Bon, je suis rentré un peu comme un sac. Vraiment comme un sauvage. Après, je sais pas si j'avais détendu la chaîne avec mes... Ah, et moi je l'avais retendu. Ah oui, là-bas. Ouais. Le bras a pris un peu ou... Ouais, mais bon. Je suis plus à ça près. Heureusement qu'il est renforcé le bras. Putain, j'avoue. On va mettre un vrai pneu, mettre une vraie chaîne, mettre une couronne un peu plus petite et on verra si on déraille toujours. Là, elle pouvait pas être parfaite sur tous les points. Non mais c'est bien. Genre, tu vois, quand je fais ça, on a vu pire, ouais. On a vu bien pire. Ouais, donc on en a deux un peu détendus. Après, les roues sont neuves aussi. Hein. Wartman, quand ils envoient des roues, ils te disent qu'il faut vérifier la tension. Oui, mais justement, moi j'ai souvenir que sur toutes les motos quasiment neuves qu'on essayait sauf la Ultra B. Ah bah on était obligé de retendre. Que voilà, fallait retendre. Moi je me suis dit, un SX à mettre des gros plats le lendemain, Thomas 80 kg qui fait comme ça sur la e-ride et qui envoie. La e-ride, c'est une machine de guerre. Hein. Et il y avait un rayon détendu arrière, c'est ça. Et là, on a fait la sortie et il y a deux rayons qui sont un petit peu voilà, c'est ça. Ouais. Pour des roues en rodage. Oui. Effectivement. Et du coup les pneus on l'a vu, je me suis sorti. Mais voilà les pneus encore une fois c'est parce que là on fait du vrai enduro. Ce serait pas déconnant autant de mettre un pneu à crampon devant. Et si on veut garder cet aspect un peu fun déconne, on peut garder le pneu trial derrière. Je préfère qu'ils arrivent avec ce genre de monte d'orige plutôt que ce qu'on a sur les Lightbee. Tous les pneus Lightbee Talaria, les CST, c'est nul à aucun endroit en fait. Alors que là la gomme reste tendre et du coup on a quand même du grip. Enfin, il n'y a que en vrai enduro effectivement que ça manque un peu. Quoi. La courroie a l'air de tenir, à voir comment elle vivra un automne bien gras, dégueulasse. Ouais, on le verra vite. Hein. En fait, on le voit sur la Ultra. La Ultra, il n'y a même pas une courroie en carbone. C'est une CXA comme les Lightbee d'origine, mais bien plus large. Là, on est sur un entre-deux, mais avec une courroie en carbone évidée sur la poulie pour que ça dégage. On le voit qu'il y en a sur des Lightbee qui mettent ça et ça tient. Si on met longtemps à la péter comme sur une Ultra, je pense qu'on restera sur une courroie. Sinon, on mettra un kitchen 219 comme bien sur la Lightbee. Ce qui est bien, c'est que voilà, tout est compatible Lightbee. Pour les évolutions de cette machine, là on disait c'est bien 60 bornes. À terme, on aura facilement de la 72-55 voire 72-60, donc l'avenir est joli. Même plus, hein, parce que je crois que les nouvelles Molicel c'est 6000 mAh, donc ça ferait 72-65. Il y a 65 quand même, hein. Il y a des P65 je crois j'ai vu. En gros ça ferait 72-70 ampères dedans. Ce qui va être bien c'est que voilà, il y aura toujours des gens peut-être qui voudront un peu les modifier. Ceux qui sont sur des 3.0, autant il y a des contrôleurs de SR et des batteries pas chères qui vont être vendus quoi. Ce qui est cool c'est que c'est aussi compatible avec du VTB, avec en fait c'est une moto qui arrive sur le marché, il y a déjà tout quasiment. Ouais c'est ça. Il manque juste les roues, mais ça on va travailler dessus et puis... Oui voilà. Bon, maintenant faut qu'on joue la carte de l'honnêteté. Voilà, on a toujours été transparent avec vous, que ce soit dans les tests, on a essayé d'être toujours un maximum objectif, que ce soit par le shop, on a toujours voulu vendre des produits que nous on a prouvés. Et en fait on veut rester dans cette lancée. En fait justement à Sichamps, là où on a essayé la moto en cross, en enduro il y a quelques jours, on a tellement aimé la moto, comme vous avez pu le voir peut-être sur le site, nous les motos on n'en vendait pas vraiment, mais on les avait sur le site, on passait par d'autres personnes. Et nous ça fait un moment qu'on commence à réfléchir à vendre de la moto, c'est un peu l'évolution logique du shop et la manière dont évolue le marché. Vraiment, donc on a commandé la moto, comme dit sans prétention, de toute façon on voulait voir ce que ça donnait et même au début de Sichamps au final, comme dit, on n'était pas satisfait de la moto. Et en fait on a tellement aimé la moto à Sichamps, on s'est dit qu'on allait probablement, enfin même on peut le dire maintenant qu'on l'a essayé en plus en enduro, on va proposer les e-ride sur le shop. Là on va être revendeur e-ride, donc on va stocker les motos, on va vous les expédier, on va les expédier montées, on va vraiment faire les choses carrées. Et ce qui est bien avec cette moto et ce qui est différent des autres, c'est que c'est un moment charnière où e-ride arrive en Europe, en France, et nous on est là, on a déjà fait un peu nos armes avec de la pièce, etc. Il y a le combo, nous on est prêt par rapport à l'entreprise,
et on est convaincu du produit. Ouais, c'est ça. Bah, il manquait le fait d'être convaincu. Donc ça, c'est fait entre Sichant et aujourd'hui. Et surtout, ça tombe sur un moment où effectivement, on en a parlé au début, le marché change. Il y a ne serait-ce que 1 an ou 2, si tu voulais un truc qui marche comme ça, c'était une Lightbee à 16 000 balles. Là, aujourd'hui, on est content pour vous de pouvoir enfin proposer une machine à 7 500 balles ou un peu moins selon si tu prends une 3.0 ou une 2.5, d'avoir quelque chose qui vient tester une Lightbee ultra prépa. Non, ça reste des motos avec un certain budget. Le marché devient plus accessible. On proposait de faire des prépas sur des Lightbee, sur des Ultra Bee, et on a un formulaire de réponse où on demandait le budget, et je voyais des gens qui disaient bah je veux la même Lightbee que vous, et dans le budget ils mettaient 8 000 €. Et du coup moi j'étais en mode bah désolé mais ça va être compliqué à faire des compromis, peut-être regarder plus d'occasions pour trouver une Lightbee déjà prépa. Là ça me fait plaisir de me dire que des gens avec un budget plus abordable vont pouvoir mettre un pied dans l'électrique sans se ruiner et se faire vraiment plaisir quoi. Ouais. Vous le savez sûrement, on est très pro Lightbee et on a toujours un regard très prudent parce que les gens ils nous font ah faut essayer ça, faut essayer ça, faut essayer ça. Au-delà du fait que déjà c'est pas homologué, bah, on se méfie parce qu'on l'a vu sur le salon du 2 roues, il y a des motos. On adorerait hein, pouvoir faire tout et n'importe quoi et se balader sur le salon du 2 roues et faire ah vous avez vu ça comme c'est de la merde. On le fera pas mais on vous le dit, il y a des sacrées merdes vraiment. Et même e-ride au salon du 2 roues, on n'avait pas encore prévu d'en acheter une. On est passé sur leur stand et on regardait un peu en mode ouais bon ok ils ont un stand, en mode, ah vous voulez l'essayer et tout, on peut regarder ensemble et tout. Et nous on était là, on attend, on n'a pas envie de se précipiter, de vous montrer des tests, qu'il y ait des gens qui sont en mode ah bah cool je l'achète et qu'après ils soient déçus parce que bah on a fait les choses dans la précipitation. Ouais, en fait surtout on est dans une phase où ce qui me fait peur c'est qu'il y a eu énormément de modèles qui sont sortis en très peu de temps. Oui. Et il y a toujours eu en fait non la nouvelle kileuse c'est elle, non c'est elle, non c'est elle. Et en fait combien seront encore là dans... Ouais, c'est ça. En fait, rien que l'année prochaine. C'est pour ça qu'on refuse aussi beaucoup de choses parce que déjà on a un délai de production des vidéos qui est pas à la hauteur des Américains parce qu'on n'a pas les mêmes trésoreries. Donc quand on teste quelque chose, le temps qu'on le filme, qu'on le monte et que ça arrive sur YouTube, aux US en fait il y aurait déjà encore 3 motos qui seraient sorties qui auraient détrôné celles qu'on teste. Et vraiment c'est ça. Donc c'est pour ça qu'avec la e-ride on voit un scénario un peu différent de ça, c'est une marque quand même qui va s'installer et vu la puis ça fait déjà parce que par exemple alors chez nous là ça s'appelle la 2.5, aux États-Unis ça s'appelle la 2.0, je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça. La 2.0 est déjà sortie en 2024 donc ça fait déjà un moment, ils ont sorti des nouveaux modèles et puis même quand on voit qu'il y a un distributeur européen qui s'installe, qui commence à y avoir des magasins français, c'est que là on peut se dire ok. Oui, et qu'elle vient régulièrement sur la table chez les Américains. Oui, c'est vrai. Ils n'ont pas fait un seul test et ils en parlent plus quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on sent qu'il y a quelque chose de différent avec cette marque notamment. Bah voilà, nous quand c'est possible, on préfère acheter les motos, comme ça on peut en parler librement. Et donc on l'a acheté. Merci à vous parce que bah ça c'est grâce au shop parce que si c'est pas le cas, on serait encore en Lightbee un peu custom. Alors que là, quand on veut, alors c'est pas le cas pour tous les modèles, mais quand on peut, on s'achète une moto. Et surtout quand on s'achète une moto, c'est qu'on sent le truc et qu'on a envie de la garder. La Talaria, la 4000, on l'avait acheté, on l'a gardé un an et demi. Là, on a ce côté, on va revenir un peu aux origines de la chaîne, on veut repartir sur un truc full d'origine, on veut la rouler quand même et l'éprouver dans justement voir si toutes ces upgrades, tout ce qu'elle propose permet de suivre par exemple la Lightbee à 16 000 € dans le temps. Et c'est pour ça aussi qu'on vous présente aujourd'hui la SR qui est la version la plus haut de gamme. Ça va nous permettre d'avoir un visuel sur ce qu'ils font de mieux et ensuite plus tard viendront des tests de la 2.5 et de la 3. Pour commencer, on voulait voir vraiment ce qu'ils avaient à offrir et voir si effectivement ça pouvait rivaliser avec une Lightbee à 16 000. Et en fait, c'est surtout ça presque qui a déclenché l'achat chez nous. À l'avenir, on aura quand même toujours de la Surrun sur le site parce que la Lightbee reste quand même unique toujours. Full prépa, la Lightbee, ça reste une machine qui fait 60. Nous, là, elle fait 69. Voilà, c'est ça. Donc c'est quand même unique et c'est quand même la plus belle. C'est vrai. Après, j'ai hâte de voir un truc comme ça un peu prépa. De ouf, clairement. Mais cette ligne, Surrun, ils ont posé un dessin qui est quand même incroyable. Parfait. Même dans l'optimisation du cadre et tout. Voilà. Donc, et ça restera une super machine. Tu vois, là, il y a plein de gens qui veulent d'entrée de jeu une bécane à 8000 qui marche fort. Mais il faut pas oublier d'où on vient nous-mêmes à la base. On avait une Lightbee de 5 kW, on avait l'impression d'aller sur la Lune. Donc voilà, il y aura à l'avenir toujours cette case prépa et Surrun d'origine, on verra. On pense même, parce qu'il y a de la demande sur la Ultra Bee, de la demande sur la Lightbee, donc même si on rentre la e-ride au catalogue, on reste quand même vraiment content de la gamme Surrun, surtout la Ultra Bee qui est en plus un segment sur lequel il n'y a pas e-ride. Donc on aura les deux marques. En fait, on a tout pour se lancer et porter ce projet. Toutes les cases se sont alignées. On sent que c'est quelque chose de différent et on sent qu'on peut amener vraiment un truc cool. Ça va vraiment apporter quelque chose au marché d'avoir une telle machine, entre guillemets encore une fois, abordable. Et nous, en vrai, ça peut nous permettre de faire passer le shop encore au step, un autre niveau, c'est clair. Si ça amène plus de sous, on pourra potentiellement faire plus de e-track day, booker plus de circuits, vous voir plus. Enfin,
j'en sais pas, à l'avenir faire gagner une bécane, enfin tu vois. Ça c'est mon rêve. On en parle rêve de faire. mais... Vraiment, ça fait je sais pas combien de temps qu'on veut faire gagner une moto. Je rêve de faire gagner une e-ride, putain. C'est clair. On va falloir en vendre des t-shirts. C'est une nouvelle page qui se tourne, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau, voilà, on passe à une autre étape. Voilà, on sent qu'on en est capable et que tout se présente pour. Donc écoutez, ne soyez pas étonnés si vous voyez des rides sur le site. Ouais, bah on sait pas du coup quand la vidéo sortira si elles seront déjà sur le site, mais probablement si elles le sont pas, ça doit être une histoire de quelques jours. Donc, comme dit, on veut faire les choses carrées, donc on est en train de voir pour les expéditions, pour les cartes grises, etc. On n'a pas envie de se précipiter. Après voilà, si vous avez des questions supplémentaires, que ce soit sur les autres modèles ou quoi, vous pouvez nous envoyer un mail ou sur Messenger ou même sur les groupes, on va en parler. Très content de tout, de l'évolution que prend le marché, de l'évolution que prend le shop. C'est des machines qui arrivent, qui sont totalement folles. Genre il y a 5 ans, on imaginait qu'un truc pareil pouvait marcher aussi fort. Et ouais, à ce prix-là, abusé, là on est content de l'iRide, on la met sur le shop. Mais si on voit d'autres marques qui proposent d'autres choses qui sont intéressantes, en fait on n'a pas d'exclusivité, donc on l'essaiera. Et puis si c'est bien, on la mettra sur, on peut leur la proposer sur le shop. Oui, voilà, on gardera de toute façon notre liberté. Comme on fait sur les pièces, mettre des trucs quali que nous on approuve. On sélectionne et qu'on a testé, ouais. On va prendre des stickers JW approved. Mais voilà, en tout cas, du coup, si vous êtes intéressé par une e-ride, n'hésitez pas, comme je disais, soit nous envoyer un mail si vous avez d'autres questions, soit commander sur le site. Surtout qu'on va sûrement mettre en place des options de financement, des choses comme ça. Ouais, c'est ça, pour que ce soit un peu plus simple. Nous, on va se retrouver pour d'autres vidéos ride et d'autres vidéos tests, la prochaine étant sûrement la Stark MX contre la Stark EX. Ouais, il y aura aussi le test de la Lightbee avec le Kitchen 219. Ouais, parce qu'on continue à tester du coup des pièces sur la Lightbee, parce qu'on va garder la Lightbee, ça reste. Ouais, les évolutions qu'on fait sur notre Ultra Bee, notamment le BMS, à l'avenir, une petite surprise que je sais pas trop si on peut encore en parler sur YouTube. Ouais, après, d'ici là, je pense qu'il y aura du temps qui va se passer. Donc, voilà. Bon, bref, en fait, on a encore plein d'idées, c'est cool. Ouais. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, du coup, faites-le, comme ça vous louperez pas toutes les dingueries qu'on va sortir. Et puis on a trop hâte. On vit un nouveau cycle où on repart sur une moto d'Ori. Ouais, mais en fait, on est trop excité, on a trop hâte de refaire les choses qu'on connaît et qui sont ultimes avec la Lightbee, mais là voilà, c'est vraiment un nouvel arc, donc on a trop hâte, suivez les prochaines vidéos. Et puis bon ride.